Salut des croque-lecteurs, on se retrouve pour une 24e émission, l'avant-dernière de l'année. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui, nous vous présenterons 4 livres que vous pourrez lire pendant les vacances. Voici le programme du jour. Tout d'abord, Lucas nous parlera de Vol 1818 de Bertrand Puart, auteur de la série des Effacés. Ensuite, Rémi nous présentera le premier tome de la série Ciel de Joan Elliott, un auteur que nous chroniquons souvent. Puis, pour sa première fois dans l'émission, Nicolas chroniquera Lockwood de Joan Stroud. Enfin, Mathieu terminera par un manga, Les Deux Van Gogh. Salut Lucas, peux-tu nous présenter ton roman ? Après le succès des Effacés en 6 volumes, Bertrand Puart revient à la charge avec le roman Vol 1818 aux éditions Hachette. Nous avons déjà interviewé à 2 reprises Bertrand Puart au Salon du Livre de Montreuil, et notamment cette année pour parler de ses romans. Et nous le faire découvrir. Jeannette est une étudiante aux Beaux-Arts de Madrid qui a pour habitude d'aller au musée Reina Sofia pour aller contempler Guernica, un tableau réalisé par Picasso. Chaque jour, elle discerne un détail supplémentaire sur la toile. Et aujourd'hui, Guernica lui semble gris. C'est alors que son portable vibre, un message inconnu. Jeannette ne se pose aucune question, car elle sait que ce message vient de Fiat Lux. Mais aujourd'hui, il lui envoie des messages préoccupants. Il lui demande de fuir. D'abord, elle ne le croit pas, puis elle remarque qu'elle est suivie par 3 hommes en costume noir. Une course-poursuite s'organise donc dans Madrid, entre Jeannette et ses poursuivants. Mais elle finit par les fuir dans le métro, grâce aux indications de Fiat Lux, qui semble connaître ses moindres faits et gestes. Elle prend le vol 1118 reliant Paris à San Francisco. Alors qu'elle se croit en sécurité, dans l'avion, de violentes secousses se font ressentir. Sous le choc des secousses et de la pression, Jeannette s'évanouit quelques secondes après le début de l'incident. Pendant ce temps-là, sur le sol américain, une rumeur circule, celle de la disparition de l'Airbus A321. La police américaine, ainsi que le FBI, se mobilisent pour retrouver la F-1118. Tous cherchent le pourquoi du comment de la disparition de l'Airbus A321. Mais contre toute attente, les passagers du vol 1118 sont retrouvés dans des bus. Mais qui sont ces anges gardiens ? Pourquoi cherche-t-on à kidnapper Jeannette et ses 3 autres personnes ? Quel est ton avis sur ce thriller ? J'ai vraiment apprécié le roman Vol 1818 de Bertrand Puart. Tout d'abord, ce thriller multiplie les moments d'action intense, surtout pendant les courses-poursuites, notamment celle avec Antoine. Ce dernier va vivre les moments les plus troubles et traumatisants de son existence, car sa compagne, Alicia, normalement de nature douce, renverse un de leurs poursuivants, sans aucun scrupule. Des milliers de questions se bousculent alors dans la tête d'Antoine. Mais ces questions se répercutent aussi dans la tête de Jeannette, Meyer et Emma. Et les réponses promises ne sont pas données en temps voulu. Ensuite, j'ai également apprécié ce thriller pour son côté mystérieux et trouble, car le suspense est présent du début à la fin. Surtout lorsque nos victimes ont besoin d'avoir leur réponse à leurs questions, de connaître la véritable identité de leur sauveur, et surtout, de savoir pourquoi de mystérieux individus en noir en veulent à leur vie. Le docteur se trouve dans le même état que ces 4 personnes, perdus dans cette affaire qui les dépasse. Enfin, je vais terminer avec les personnages secondaires, Fiat Lux, Alicia, Thomas et Ryan. Ces personnages sont les anges gardiens de Jeannette, Antoine, Meyer et Emma. Ces derniers ont tous vécu les mêmes mésaventures et ont tous été sauvés par leurs protecteurs. Mais le plus étrange, c'est que leurs sauveurs sont tous liés à la disparition de l'Airbus A321. Ils ont aussi un rôle décisif à la fin du roman. Mais je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que l'on retrouve Fiat Lux, Alicia, Thomas et Ryan dans un des best-sellers de Bertrand Puart. Je vais bien sûr parler des Effacés, cette série en 6 volumes. Pour conclure, je vous invite donc à découvrir dans ce fabuleux thriller une histoire mêlant politique, course-poursuite et personnages mystérieux. Attachez vos ceintures et bonne lecture. Nous enchaînons tout de suite avec Rémi. Après Dans la peau d'une autre, Enigma et Dans tes rêves, Joan Elliott est de retour avec une série de 4 tomes, Ciel, dont le premier tome s'intitule L'hiver des machines et est publié aux éditions Gulfstream. Le 2e tome est sorti au mois de mars dernier. Peux-tu nous en dire plus sur ce roman dont nous connaissons bien l'auteur ? En 2030, les humains décident de relier tous les réseaux informatiques et de laisser le pouvoir de contrôler ces réseaux à une machine. Cette machine est nommée Ciel, centrale d'information et d'échange libre. Tommy Keller, père de Peter et grand-père de Thomas et Jenny, a invité sa famille pour Noël. Il vit reclus du monde dans le col du Bonhomme dans les Vosges. Il était journaliste avant de devenir survivaliste après son travail sur le ciel. Alors qu'il vient de faire ses courses, une coupure d'électricité l'empêche de régler ses achats. Son fils, Peter Keller, capitaine dans l'armée, père de Jenny et Thomas, part faire un jogging avec sa nouvelle compagne, Victoria. Alors qu'il court, Victoria se fait renverser par un robot d'entretien. Celui-ci s'attaque à Peter, mais est jeté par-dessus la barrière avant de s'écraser sur le sable. Lorsqu'ils sont rentrés à leur hôtel, ils s'aperçoivent de la coupure électrique. Thomas Keller est un lycéen en pensionnat. Dans sa chambre, il discute avec ses amis alors qu'ils auraient dû dormir depuis longtemps. Ils se font disputer par un surveillant quand la lumière s'éteint. Ils n'ont plus aucun réseau sur leur téléphone.
Qui est à l'origine de cette coupure de courant à l'échelle mondiale? Comment les membres de la famille Keller vont-ils réagir? Ce roman est-il à la hauteur de ses autres romans? J'ai apprécié le premier tome de la série Ciel qui s'intitule L'hiver des machines. Tout d'abord, j'ai bien aimé le fait que la narration soit une narration alternée et que l'on passe d'un personnage à un autre. Mais c'est également un inconvénient car à cause de cette narration, l'histoire n'avance pas beaucoup. Au final, à la fin du premier tome, l'histoire stagne un peu. On aurait aimé en savoir plus encore et plus rapidement. Ensuite, j'adore la science-fiction, c'est mon genre littéraire préféré. En effet, on est en 2030 et le monde est dans un univers ultra connecté où les machines ont pris une place importante, voire indispensable dans l'existence des humains. Ce que j'apprécie, ce sont les histoires de robots et d'intelligence artificielle. Si elle appartient effectivement à cette thématique de l'évolution, on se pose évidemment la question si on doit faire confiance aux intelligences artificielles et donc plus généralement aux ordinateurs. L'auteur montre à travers ses personnages comment il envisage l'avenir des technologies. En l'occurrence, il envisage une prise de pouvoir des robots sur l'homme qui fait froid dans le dos. Enfin, j'ai bien aimé que l'auteur mette en scène tous les membres d'une famille, les Keller, qui vont avoir un destin différent. En effet, on passe de Peter qui va mener la révolte car il est militaire, à Jenny qui se fait attraper par les machines. Celle-ci va devoir vivre avec peu de choses et travailler tous les jours. Sarah, la mère de Thomas et Jenny, va devenir le porte-parole du ciel et va faire passer les ordres de l'intelligence artificielle. Pour conclure, j'ai vraiment aimé ce premier tome de la série Ciel et j'attends avec impatience les volumes suivants. Passons tout de suite à Nicolas et à la présentation de ce roman. Bonjour à tous les croque-lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous proposer un livre que j'ai beaucoup aimé, le premier tome de la série Lockwood & Co, intitulé L'escalier hurleur. Il est l'œuvre de Jonathan Stroud, que l'on connaît pour la trilogie Bartimus. Peux-tu nous raconter l'histoire de ce roman fantastique? Lucy Carlyle rejoint la troupe de chasseurs de fantômes du déjanté Anthony Lockwood et part pour une mission sans plus attendre. Neutraliser un spectre violent d'une maison habitée. Les agents se débrouillent bien, mais une rencontre malheureuse avec un spectre devenu fou et une légère maladresse et la maison prend feu. En effet, Lucy a lancé un missile de feu grégeois à l'intérieur de cette maison. Pour rembourser le pavillon, il faut verser dans l'immédiat la somme colossale de 60 000 livres. Le pire est alors possible, la fermeture pure et simple de l'agence. Mais l'impossible se produisit. Le richissime John William Fairfax leur propose une occasion unique de rembourser leurs dettes, et tout Londres le sait. Anthony Lockwood et sa troupe, Lucy Carlyle et George Cubbins sont partis pour une mission on ne peut plus dangereuse, chasser le Duc Sanglant, fantôme invaincu jusqu'alors du manoir de Combe Carey. Cette résidence est sans aucun doute le manoir le plus hanté de tout le Royaume-Uni. Seuls les 3 agents de Portland Drone réussiront-ils à nettoyer cet endroit maudit jusqu'au dernier petit miasme? Ces têtes brûlées ne pourront compter que sur leur talent, leur courage et le propriétaire de ce lieu, John William Fairfax. Mais peuvent-ils vraiment lui faire confiance? As-tu aimé ce roman? T'a-t-il plu? Le premier tome de la série Lockwood & Co m'a vraiment intéressé. Tout d'abord, j'ai trouvé cette couverture particulièrement bien dessinée. Et elle va bien avec le livre. Le personnage de couverture, avec sa rapière d'argent et sa coupe en pétard, est sans aucun doute Anthony Lockwood. Ensuite, le genre du fantastique est bien traité par l'auteur Jonathan Stroud, notamment à cause des fantômes et l'univers complètement imaginaire des déjantés chasseurs de fantômes de Londres. Par exemple, au début, quand ils chassent le spectre fou furieux qui tente de les tuer, ils prennent une tasse de thé pendant que le fantôme les attaque. Toutes les aventures sont racontées avec une touche d'humour et d'ironie qui fait sourire le lecteur. Enfin, les personnages principaux, constitués par le trio de bras cassés tombant de situations impossibles à incommensurables, m'a beaucoup plu. En effet, à chaque fois qu'ils tentent de réparer un de leurs désastres, ils tombent dans un embarras encore plus grand. Jamais ils ne font les choses dans les règles, allant du mal en pis. Quand Lucy arrive dans la maison hantée pour sa première mission, elle brûle cette habitation et doit tout rembourser, ce qui met l'agence en péril. Elle se retrouve alors dans une impasse financière au bord de la faillite. En définitive, cette série qui mélange humour, fantôme et action m'a beaucoup plu. Les aventures de l'agence Lockwood & Co sont à suivre absolument, je vous la conseille. Et voilà, ce petit réchauffé est terminé, et en attendant les nouvelles chroniques, lisez bien. Nous terminons avec la présentation du manga qu'a lu pour nous Mathieu. Salut les croque-lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter le seinen manga Les Deux Van Gogh, publié chez Glénat et écrit par Ozumi, qui publie son premier manga en France. Si au Japon, la série compte 2 volumes, en France, l'éditeur les a regroupés en un seul tome. De quoi parle ce manga?
À Paris, en 1885, un homme assiste à une partie d'échecs pendant qu'il lit sur un banc. Face à la mauvaise foi du vainqueur, il lui propose de multiplier par 10 la mise du pari. Il remporte une victoire écrasante. Cet homme, il s'agit de Théodore Van Gogh, marchand d'art de la célèbre galerie Goupil et compagnie. Un homme chargé d'inspecter la galerie de Goupil et compagnie attend Théodore depuis 1h43. Cet homme insiste bien sur le fait que la galerie doit être prestigieuse. Peu de temps après cela, un homme vient voir Théodore. Il s'avère que cette personne est celle qui l'a battu aux échecs. En fait, c'est aussi un grand critique d'art qui se nomme Monsieur Baudrillard. Il est venu pour féliciter Théodore. Mais à la place de cela, Théodore le réprimande en lui disant que c'est un suppôt du système. Il repart vexé. Un boulanger a affiché un tableau représentant une miche de pain devant sa boulangerie qu'il a lui-même peint. Sa femme se moque de lui en lui disant qu'il fera fuir les clients. Mais à l'inverse, le boulanger la trouve appétissante. Théodore voit le tableau et le trouve parfait. Il demande au boulanger s'il peut lui emprunter. L'artisan accepte. Mais que va en faire Théodore? Quelle idée a-t-il derrière la tête? Qu'as-tu pensé de ce seinen qui a l'air original? Le seinen manga Les Deux Van Gogh d'Ozumi m'a beaucoup plu. Il m'a semblé bien original dans la production actuelle. Ce que j'ai apprécié, c'est que ce manga parle principalement de l'histoire de l'art du 19e siècle, avec des peintres comme Van Gogh bien sûr, mais aussi Toulouse-Lautrec. Cela montre que pour se faire connaître à cette époque, à Paris, il faut avoir la reconnaissance de grandes galeries. Sinon, il est impossible de vendre et de se faire un nom dans le domaine de la peinture. Mais Théodore n'est pas d'accord avec cette opinion de l'Académie des Arts, organisme tout-puissant dans le domaine de la peinture. Il pense que tout le monde a le droit de se faire connaître et que chaque tableau est une œuvre d'art estimable. Le lecteur s'interroge avec Théodore sur ce qui définit réellement l'art et quelles sont les particularités. Une touche philosophique bienvenue. De plus, ce qui est aussi original dans ce manga, c'est que ce n'est pas le peintre Vincent qui est le personnage principal. C'est plutôt son frère Théodore qui est placé au premier plan. Dans le manga, c'est Théodore qui fait tout. Il organise des ventes, il fait connaître des peintres, alors que Vincent ne fait que peindre, ce qui valorise Théodore. Mais le point fort de ce manga, c'est que l'on nous fait croire que toute l'histoire de Vincent Van Gogh que l'on connaît est fausse, et qu'elle a été inventée de toutes pièces par son frère. En effet, dans le manga, Vincent meurt assassiné, alors que dans l'histoire que nous connaissons, il se suicide. Théodore va totalement réécrire la biographie de son frère pour en faire un des plus grands peintres de l'histoire, et pour donner envie au public d'aller voir ses peintures. Pour conclure, je vous conseille vivement ce manga au contexte historique et artistique très intéressant, réalisé par un auteur qui fait des débuts remarqués en France. Cette émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a aidé à choisir vos lectures de vacances. La semaine prochaine, nous nous retrouverons en public pour une émission spéciale à double présentation en compagnie de Nathan. À bientôt pour la dernière émission. Mais non, arrête. Oui, je vais te tuer. En plus, ça fait un bon faire. Mais ça Bon stage. Là, faut que je m'arrête. Il est où le point? Oh, il est loin le point. Il n'y a pas de virgule. Et notamment cette année pour parler de ces romans. Oh. Ensuite, j'ai également apprécié ce thriller pour son côté mystérieux et trouble, car le suspense est... Le roman Vol 1118... On recommence.